C'est un joli nom. L'émancipation du logement. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Christelle Envroin pour discuter de l'émancipation du logement. Car oui, le logement a besoin d'être libéré. Mais de qui ? Il peut être bon de rappeler des choses que nous savons tous, mais que nous n'osons trop garder en tête, tant elles nous poussent à l'action, quand notre quotidien nous invite plutôt à rester calme. Ces choses sont par exemple: pourquoi ne pas construire des logements pour héberger ceux qui n'en ont pas ? Ce pourrait être une mission de service public. On pourrait, sans souci de logement, accueillir les migrants et puis loger les SDF. Ou encore, certains naissent avec un patrimoine immobilier et des résidences secondaires. D'autres naissent de parents locataires, voire sans logement. Comment peut-on accepter que certains n'utilisent pas leur logement quand d'autres n'en ont pas ? Avec de telles pensées, on est figé devant l'ampleur du problème. On se dit en gros que c'est comme ça, et puis on pense à autre chose. En réalité, peut-être manque-t-on de pistes, d'imagination et de stratégie pour résoudre collectivement ces problèmes, et c'est là que tu interviens, Christelle. Alors je te tutoie parce qu'on se connaît. On milite ensemble à Réseau Salariat, une association d'éducation populaire qui se donne comme objectif de sortir du capitalisme grâce au salaire à vie et à la copropriété d'usage des moyens de production. On a même fait une conférence gesticulée pour expliquer tout ça. Alors, c'est pas le sujet du jour, a priori, mais à cette occasion, en militant à tes côtés, j'ai appris que le logement t'intéressait depuis un moment déjà, et tu commences à t'intéresser au logement quand tu étais simple locataire. C'est bien ça ? Oui, donc quand je suis partie du domicile de mes parents pour aller étudier à la grande ville, il a fallu que je cherche un logement et c'est là que je me suis rendu compte de la difficulté d'obtenir un logement et du coût réel du logement dans le budget, surtout pour un étudiant, et des difficultés de relation avec le propriétaire qui se croit tout permis. Par exemple ? Qui estime qu'il t'a fait une faveur en te louant une chambre dans sa maison et que du coup il peut se permettre, quand t'es pas là, plusieurs fois quand je suis rentrée à l'improviste, plutôt que d'habitude, de trouver le propriétaire dans ma chambre. Dans ton logement ? Ouais. Ah oui, donc tu louais même pas un appartement entier, tu louais simplement Non, une chambre d'étudiant, ouais, à l'intérieur de son domicile. D'accord. Et ça se passait, il y avait un contrat de location quand même ? Oui. D'accord. Oui, il y avait un contrat et tout. Okay. Et pareil, quand je lui demandais des réparations, parce que c'était la chambre, donc c'était dans le grenier, voilà, c'est vraiment la chambre de bonne dans le grenier. C'était où, sur Paris ? Non, à Quimper. À Quimper, d'accord. Ouais, et je lui avais demandé des réparations, notamment le chauffage qui marchait pas bien. Il a traîné. Alors que moi, je trouvais que le loyer, je me saignais pour payer mon loyer. Vraiment, c'était plus de la moitié de mon budget. Et lui, il voulait pas faire d'efforts, quoi. Je voyais bien qu'il voulait pas faire d'efforts. Et donc, t'es révoltée, en fait ? Ouais, j'étais déjà révoltée dès le début. Dès le début ? À 20 ans, j'étais révoltée. Ça commençait bien. Ouais. Et tu vas te tourner vers une association de défense des locataires. La CLCV. Qui s'appelle la CLCV. Voilà. Donc CLCV, ça veut dire consommation, logement, cadre de vie. Oui. Et alors, on en parlera un petit peu plus tout à l'heure, mais concrètement, comment ça se passe ? Tu connais quelqu'un qui est déjà à la CLCV ou tu reçois une brochure ? Eh ben c'est pareil, c'est dans le cadre de mes études. Il y a une adhérente de la CLCV qui est venue nous parler de la CLCV et de ce qu'elle faisait, notamment pour les logements étudiants. Et moi, ça m'a tout de suite branchée. Et puis j'ai été la voir et je lui ai dit, est-ce que vous prenez des stagiaires ? Parce qu'en plus, il fallait qu'on fasse un stage. Et je me suis dit, alors là, ça serait pas mal pour faire le stage. Tu faisais des études dans le logement ? Non, pas du tout, dans le social. Dans le social. À l'époque, ouais, c'était du social. Mais j'ai bien vu le lien tout de suite. Et elle m'a dit oui tout de suite. Et donc, quelques mois après, j'ai été faire mon stage. Et en fait, je ne suis jamais sortie. D'accord. Je suis restée après comme bénévole. Voilà, j'ai continué et après, du coup, j'ai été salariée et j'y suis toujours. D'accord. Donc à 20 ans, tu étais révoltée à cause de la chambre de bonne. Tu adhères à la CLCV. Oui. Tu vas faire un stage, donc là, tu es en fin d'études. Tu as quel âge ? 22, 23 ans ? Non, 21, j'avais 21. Ah oui, d'accord, 21 ans, donc c'est allé très vite. Ouais. Tu as fait ton stage et ensuite tu as été salariée dès cette époque. J'ai été salariée, à 22. Oui. D'accord. Ouais. Et alors, du coup, être salarié d'une association comme la CLCV,
On va s'y intéresser un petit peu parce qu'on va voir un petit peu quel est ton quotidien et puis qu'est-ce que tu y fais. Parce que tu as quand même une grande expérience en fait de la défense des locataires. Alors, juste avant, pour dire ce qu'est la CLCV, donc on a dit que ça voulait dire Consommation, Logement, Cadre de Vie. C'est une association qui a été fondée en 1952 et qui se donne pour mission la défense des usagers et des consommateurs. Donc pas seulement les locataires, mais vu qu'aujourd'hui on va parler surtout du logement, j'ai vu que par exemple sur le site de la CLCV, l'association se mobilisait pour l'APL, qui a été remis en cause récemment par le gouvernement Macron. Donc l'APL, l'aide personnalisée au logement. J'ai vu aussi qu'on pouvait joindre l'association pour être accompagné au tribunal. J'ai vu aussi que l'association se battait pour un encadrement des loyers, qu'en particulier avec une procédure en ligne, vous pouvez aller voir ça sur Internet, on pouvait interpeller son maire pour demander à encadrer les loyers. Et j'ai vu que la CLCV, ça concernait à la fois les locataires privés, finalement comme toi dans ta chambre de bonne, mais aussi les personnes qui sont locataires en HLM, ceux qui sont en copropriété, et puis même les personnes qui sont propriétaires de leur logement. En plus de ça, on voit rapidement sur le site en fait des conseils pratiques, donc on voit que c'est une de vos missions aussi, des conseils pratiques pour améliorer son cadre de vie. Alors voilà, ça c'est la présentation que je fais en ayant surfé sur le site de la CLCV. Tu peux peut-être compléter sur la dimension logement ? Oui, donc la CLCV en fait revendique d'être un syndicat de locataires et d'avoir les mêmes missions que les syndicats de travailleurs. Donc il y a la défense individuelle des locataires, donc ça c'est le quotidien si on veut du travail, où là donc les locataires qui ont un souci avec leur propriétaire, donc que ce soit privé ou HLM, poussent la porte du bureau, viennent nous voir et on essaye de résoudre leurs problèmes, de leur donner, déjà de leur expliquer leurs droits. Les locataires ne connaissent pas leurs droits, la plupart. Ils ne savent pas à quoi ils ont le droit, qu'est-ce qu'ils ont le droit, qu'est-ce qu'ils n'ont pas le droit de faire. Après d'essayer de voir comment le résoudre, on fait beaucoup de médiation, en fait, individuelle entre le locataire et le bailleur. Et si ça ne marche pas, après on l'aide à faire toute la procédure au tribunal pour aller jusqu'au bout de l'affaire et qu'il obtienne gain de cause. Donc ça c'est la démarche individuelle et c'est ce qu'on a le plus souvent. Mais aussi on fait de la défense collective des locataires. Alors dans le privé c'est plus difficile. Mais dans un immeuble, par exemple, ça m'est arrivé plusieurs fois, où dans un immeuble, les gens ont le même problème vis-à-vis du même bailleur ou de la même agence. C'est pas forcément le même bailleur, ça peut être la même agence immobilière. Et donc là, on fait des réunions de locataires, on décide collectivement de la stratégie qu'on va mener pour résoudre le problème. Et le plus important en collectif, c'est dans les logements HLM. Parce que du coup, on a des négociations collectives avec les bailleurs HLM. Donc 2 fois par an, une obligation de négocier, comme pour les syndicats d'ouvriers, où on doit négocier 2 fois par an sur comment ça se passe, qu'est-ce qu'on demande. On a un droit d'affichage dans les halls d'escalier, comme les syndicats de travailleurs. Et on est représenté au conseil d'administration des offices HLM, donc on présente des listes de locataires qui seront après élus au conseil d'administration des offices HLM. Alors, les HLM, on y reviendra plus tard, Ouais. mais quand même pour savoir les bailleurs, c'est qui le bailleur dans un HLM ? Alors, c'est qui le bailleur en HLM ? C'est une personne morale, donc c'est une entité en fait juridique, qui est soit statut public, soit statut privé. Il y a vraiment, justement Macron il disait ça, qu'il y avait trop d'offices HLM, il y en a 700 en France, il y a des statuts très différents. Il y a des coopératives aussi, qui sont rares et petites en général. Avant, il y avait les offices municipaux HLM, et ça a changé. Au départ, c'était vraiment des fonctionnaires territoriaux, c'était vraiment un établissement public, et ça s'est un peu privatisé, mais ils n'ont pas le droit de faire de bénéfices, c'est sans but lucratif, donc ça c'est les offices publics. Donc moi à Quimper, c'est celui que je côtoie le plus. Mais il y a aussi des sociétés anonymes d'HLM qui, eux, font des bénéfices. Ah, donc il est possible de faire Oui. de l'argent via les loyers des HLM ? Ouais, D'accord. ouais. C'est une forme de partenariat public-privé ou de Voilà. délégation de services publics ? C'est-à-dire que l'État ne voulait pas gérer, par exemple, les HLM, trouvait que c'était trop coûteux, ou les collectivités Ouais. territoriales, Ouais. et des boîtes privées Voilà. s'amènent, comme Veolia pour l'eau, par exemple. Voilà. Là, ils Et s'amènent c'est pour le Crédit logement. Mutuel. Crédit Mutuel de Bretagne, Arkea, D'accord. a beaucoup de logements dans le Finistère, notamment.
Et ils sont terribles, justement. Alors là, ils sont odieux avec leurs locataires. On n'arrive pas à négocier, ils veulent pas négocier avec nous. Ils mettent les loyers au maximum légal, parce qu'eux, ils sont plafonnés, mais donc ils vont jusqu'au plafond, évidemment. Et quand on demande quoi que ce soit comme travaux, c'est toujours non, parce que voilà, il faut que l'argent rentre, mais ne sorte pas. Ça, c'est terrible. Les sociétés anonymes, c'est terrible. Hein. Oui. Alors qu'au départ, c'était que du public. Donc c'est quelque chose qui est plutôt en train de monter, c'est-à-dire on voit plutôt arriver de plus en plus de... Oui, ils essayent de privatiser le logement HLM. Ils essayent de privatiser, d'accord. Et il n'y a pas un mouvement comme, je prenais la comparaison avec l'eau qui était, donc on va dire public, municipal avant, et ensuite délégué à des grandes firmes comme Veolia. Mais on voit quand même qu'il y a une machine arrière un peu initiée par des villes, des municipalités comme Paris, qui ont dit à Veolia, bon, vous êtes bien gentil, mais vous pouvez repartir... Vous pouvez repartir, finalement, on s'y retrouve pas, c'est beaucoup trop cher, et puis on n'a plus la maîtrise en fait sur l'eau publique. Est-ce qu'il y a un peu le même mouvement dans le logement, c'est-à-dire que les élus se rendent compte aussi que faire du profit en fait avec des logements HLM, c'est hors de question? Et non, pas du tout, au contraire. Au contraire, hein, le mouvement de l'État va vers la privatisation et les élus locaux, ça les dérange pas. Je pense que pour eux, c'est compliqué de gérer c'est vrai que c'est compliqué hein, de gérer le logement HLM. C'est plus d'ennui qu'autre chose, je pense. C'est encore moins valorisant que l'eau. Oui. Voilà, ça fait cas sociaux. En général, les gens, quand ils pensent HLM, ils pensent cas sociaux. Voilà, donc c'est pas quelque chose de facile à défendre. Dans l'image, surtout si on veut se faire élire, quoi. Hein, voilà. Et toi, c'est ton quotidien, donc de défendre à la CLCV les locataires, donc en particulier en HLM, mais comme tu l'as dit, pas seulement. Oui. Alors, quels sont tes objectifs à toi en fait? C'est-à-dire qu'il y a les objectifs de la CLCV dont on a pu parler, mais qu'est-ce qui t'anime en fait dans cette défense des locataires? Moi, c'est la force de l'action collective quand même qui me motive. Oui, je pense que c'est ça le plus important. Et aussi, je dirais ma colère contre les injustices quand je vois les gens qui n'ont pas de logement ou des logements dans des états lamentables et qui attendent des années avant d'obtenir un logement correct. Quand je vois les personnes en surendettement qui se serrent la ceinture, qui ont à peine de quoi manger pour pouvoir payer leur maison. Et quand je vois surtout les expulsions, ça me... Tu peux raconter... Je trouve ça inimaginable. Tu peux raconter une expulsion récente? C'était dans quel logement? Ça concernait une famille, une personne isolée? Quelle était la situation? Alors, est-ce que tu aurais un exemple récent concret? Ouais, ça peut concerner tout le monde. Hein. C'est ça, il ne faut pas croire qu'on est à l'abri. Hein. Ça peut très vite arriver de perdre son emploi, de ne plus arriver à payer son loyer. Hein. Ça peut arriver à tout le monde. Maintenant, dans le Finistère, grâce à la loi Dalo notamment, hein, on expulse rarement les gens dehors. On essaye de leur retrouver un logement avant de les expulser. Donc, en fait, on les met en HLM et ils sont obligés de partir. Mais c'est vrai que ça arrive encore, par contre, pour des personnes seules, des hommes seuls. Les hommes seuls, là, il n'y a pas de cadeau. S'ils ne peuvent plus payer leur loyer? Ouais, c'est pas que ça. C'est s'ils ne montrent pas de la bonne volonté. Voilà. C'est encore pire que ça. Donc ça me révulse totalement. Parce que du coup, par exemple, le dernier là que j'ai eu où c'est vraiment une expulsion sèche dehors, donc c'était un homme seul, un peu marginal, alcoolique, voilà, qui vit au RSA, qui est plus capable de travailler, voilà, donc qui est classé cas social par tout le monde, y compris par le CCAS. Le CCAS ne veut plus le voir parce que il a mal parlé aux assistantes sociales, il coopère pas, il veut mener sa vie, quoi, comme il l'entend. Il n'accepte pas qu'on lui donne des leçons de morale, voilà. Donc les assistantes sociales, soit il ne va pas au rendez-vous, soit quand il y va, il les insulte. Donc il est très mal vu au CCAS. Donc personne ne veut l'aider en fait. Donc il n'arrive plus à payer son loyer parce que du coup, il a pas le droit au HLM, c'est-à-dire il n'a pas le droit. Si, il a le droit, mais sauf que les HLM ne veulent pas de lui, parce qu'ils savent comment il est. Donc personne ne veut le loger. Donc il a trouvé un marchand de sommeil qui l'a logé dans un logement pourri. Donc il est venu nous voir, donc on l'a aidé à faire sa procédure pour obtenir des travaux dans le logement, mais du coup, le propriétaire a répliqué tout de suite en disant « il ne paye pas ses loyers, expulsion ».
Voilà, quand un locataire qui ne paye pas ses loyers demande des travaux, c'est l'expulsion, la réponse. Et donc, on a appelé le CCAS, les assistantes sociales, le préfet, les HLM. Et on leur a tous dit, bon, alors c'est bien que c'est quelqu'un de pas facile, mais justement, il a le droit au logement, il y a la loi DALO, tout le monde a le droit à un logement. Alors, la loi DALO, tu peux peut-être juste dire... Ouais, c'est droit au logement opposable. Ça, c'est ce qu'ont obtenu les Don Quichotte. Je ne sais pas si vous avez suivi l'affaire. Non. Donc, ça fait 10 ans, un peu plus de 10 ans, le long du canal Saint-Martin. Ah oui, les temps de 2 secondes le long du canal Saint-Martin. Est-ce que tu peux rappeler du coup les... Enfin, c'était vers quelles années et quelles étaient c'était quoi leurs revendications? Début des années 2000. Et donc, nous, ça nous a vachement surpris. Toutes les associations de locataires ou la Fondation Abbé Pierre, etc., qui luttent contre le mal logement, on a été très surpris de voir ce truc qui est né de nulle part. C'est un mec qui d'un seul coup se dit « je ne veux plus voir de SDF à Paris, je vais les voir, je vais les aider ». Il a obtenu les tentes, il a fait du médiatique tout de suite. Il n'a pas consulté les associations, ni les pouvoirs publics, ni rien. Il a fait directement son truc. Dans le médiatique, il a été très fort. Et il a obtenu, grâce à ça, la loi DALO. Donc, c'est un droit au logement opposable contre l'État. Ça veut dire que si quelqu'un n'a pas de logement, il peut attaquer l'État et obtenir des dommages et intérêts. Pas un logement. Il est là le problème. C'est que l'État paye une amende. Voilà. L'État paye une amende si il n'a pas logé la personne. Mais ça a déjà été un progrès, malgré tout. Parce que justement, pour les expulsions, le préfet, il fait très attention à retrouver un logement avant l'expulsion pour ne pas être condamné après si la personne est à la rue. D'accord, donc la peur de l'amende, en fait... Ça marche, c'est du préventif. Ça a marché. Donc en fait, c'est une bombe atomique. Pour nous, c'est un peu une bombe atomique. On l'utilise très peu. D'accord. Mais c'est plutôt du dissuasif. C'est dans la négociation, c'est-à-dire voilà. que si vous allez trop loin... On dit cette personne-là, elle attend un logement depuis 5 ans. Pourquoi elle n'a jamais eu de proposition? Si vous ne lui faites pas de proposition, on va faire un dossier DALO. Donc c'est que les amendes... général... C'est que les amendes sont assez importantes et qu'il y en a assez peu finalement parce que c'est pas un coût qui est déjà intégré par les collectivités en se disant tant pis on va payer tant d'amendes. Alors peut-être qu'en région parisienne ici, parce que vu le nombre qu'ils ont, mais ici dans le Finistère, voilà. Oui, ils préfèrent quand même chercher un logement. Donc du coup, comme par hasard, le dossier se débloque. Pendant 5 ans, pas de nouvelles, et voilà, le dossier, dans les mois qui suivent, il a des propositions. Donc il y a une arme assez efficace en faveur des locataires et des associations qui les défendent, qui est cette mais c'est pas la panacée. Cette loi DALO. Mais c'est pas la panacée, parce que ça ne donne pas un logement directement aux gens, quoi. C'est juste la peur de l'amende, la peur du gendarme. Bon, c'est déjà ça. Mais ça n'a pas permis de construire autant. Pourtant, ils ont tant de dossiers DALO, surtout à Paris, ils en ont énormément. Ils ne construisent pas pour autant les logements qui en face. Hein. Et du coup, pour revenir à notre monsieur expulsé, donc lui, du coup, la loi DALO n'a pas marché. C'est-à-dire la menace de la loi DALO n'a pas marché. Si, on a fait un dossier DALO et ils l'ont refusé en invoquant le comportement de la personne. D'accord, donc ça n'a pas été validé, ça se passe au niveau du tribunal Non, c'est une commission qui se réunit avec le préfet. Justement, le préfet, il est à la fois parti. Ah oui, c'est lui qui payera l'amende, donc il n'a peut-être pas intérêt à reconnaître, d'accord. Voilà. Donc, c'est ça, c'est que pour moi, c'est inadmissible. C'est un droit, c'est écrit dans la loi, moi qui suis juriste. Normalement, si on rentre dans les critères, c'est-à-dire expulsé, voilà, sans logement, on a le droit à la loi DALO, mais eux, non. Donc, ils ont fait une enquête sociale, ils ont repris le fait qu'il ait insulté des assistantes sociales, etc., qu'il soit alcoolique, qu'ils ne veulent pas se soigner. Donc, ils ont dit, il n'a pas le droit à un logement. Ils ont refusé. Et comme le monsieur, lui, n'avait pas la capacité, parce que je lui ai proposé d'aller au tribunal, peut-être qu'il aurait gagné, je ne sais pas. Mais il n'a pas voulu. Et donc, il est parti dans la nature et je ne l'ai plus revu après. Hein. Je pense qu'il a changé de ville. J'aimerais que ça cesse, être seul sans un bénéf, S, D, F. Ce qui me blesse, S,
c'était de céder, pour pas baiser, F, S, D, F. J'ai rien en caisse, S, rien à fonder, D, j'ai pas le télé, F, S, D, F. J'ai pas d'adresse, S, rien à garder, D, j'ai pas de sous-chef, F, S, D, F. On veut me rabaisser, S, on veut me céder, D, en bas-relief, F, S, D, F. La politesse, S, rien à glander, D, je dis sans bref, F, S, D, F. Même la comtesse, S, ne m'en regardez, D, aucun grief, F, S, D, F. J'ai trop de paresse, S, au musardé, D, dans votre fief, F, S, D, F. Chacun sa messe, S, et ses idées, D, chacun sa nef, F, S, D, F. C'est ainsi que naissent S, des Jésus, des Marie-Joseph, F, S, D, F, pour qu'on se redresse, S, c'est le verbe aider, D, qu'il faut qu'on se greffe, F, S, D, F. Allez, je vous laisse, S, je vais jouer des chez le père Youssef, F, S, D, F. Allez, je vous laisse, S, et je vais jouer des chez le père Youssef, F, S, D, F. Mais donc, là on voit très bien ton argument, c'est-à-dire que tu prends en plus un exemple qui n'est pas un exemple spécialement facile. Tu prends l'exemple le plus difficile, justement pour défendre le droit au logement pour tous, et peu importe que la personne montre du civisme ou de la bonne volonté, ou que sais-je. Là on voit qu'il y a quelqu'un qui est visiblement désagréable vis-à-vis de l'État, des services sociaux, des gens qui pourraient éventuellement l'aider. On se dit, bon, et lui de son point de vue non. Et donc tu prends cet exemple-là en disant que c'est quand même dégueulasse, on doit pouvoir loger tout le monde. Et donc ce qui vaut pour cet homme, vaut a fortiori pour des gens qui seraient plus motivés, qui seraient plus, je sais pas, polis, qui présenteraient mieux, etc. Ouais, tout à fait. Qui mettraient les formes. Pour moi, c'est un droit de l'homme. Et je trouve que c'est très déséquilibré de priver quelqu'un de son logement parce qu'il n'a pas payé. Dans mes études de droit, j'ai appris qu'il y a longtemps, mais peut-être pas si longtemps que ça d'ailleurs, on avait le droit d'emprisonner quelqu'un qui n'avait pas payé ses dettes. Donc tu fais un crédit à la banque, tu ne payes pas, tu vas en tôle. Et bien pour moi, c'est un peu la même chose là. Tu ne payes pas ton loyer, on te fout dehors. On te fout à la rue. Ça, c'est inadmissible. Alors que maintenant, quand tu as une dette, eh ben, on te fait une saisie ou quelque chose comme ça. Ok, tu dois de l'argent, on te prend de l'argent. C'est normal. Mais là, tu dois de l'argent, le loyer. Pourquoi on te prend ton logement? On te prend de l'argent, c'est tout. C'est vraiment disproportionné et voilà, inadmissible. Pour moi, c'est un droit de l'homme, le droit au logement. Alors, tu as dit là que tu étais juriste, donc concrètement, c'est-à-dire ton poste, sur tes fiches de poste à la CLCV, pour parler concrètement, c'est marqué que tu es juriste ou tu es... Non, je suis animatrice. Mais je fais tout en fait. Alors, Voilà. Animatrice, on peut avoir 10 000 images en tête de ce qu'est une animatrice. Bon,
En fait, je fais tout. T'es personne à tout faire. Je suis ce qu'on appelait avant les permanents d'association, qu'on n'utilise plus ce mot-là, mais en fait c'est ça. Donc je fais le secrétariat, je fais le ménage, je poste le courrier, je reçois les gens, je réponds au téléphone, je traite les dossiers juridiques parce que je suis juriste. Donc j'ai fait des études de juriste grâce à la CLCV ou à cause de la CLCV. Je ne me voyais pas faire du droit, je détestais le droit quand j'étais jeune, je ne me voyais pas aller à la fac de droit, mais comme à la CLCV, je voyais que ça, c'était une arme quand même de défense, notamment pour les locataires et pour les plus faibles et les plus pauvres qui ne peuvent pas se payer un avocat. Je me suis dit, il faut que moi, j'ai des compétences d'un avocat pour pouvoir les défendre. Et donc, j'ai pris des études de droit après. Voilà. Et c'est ça qui a motivé, là où des personnes vont d'abord faire des études de droit en se disant que pour la carrière, c'est peut-être sympathique de faire du droit. Toi, tu t'es plutôt dit, voilà, tu as une colère ou des revendications, disons, d'ordre social ou politique, et tu t'es dit, mais pour gagner, en fait, il faut faire des études de droit. Et donc, ça va être une arme un peu, comme d'ailleurs la loi Dallot, on voit bien que c'est une arme juridique, et donc c'est des armes qui peuvent servir, voilà, à lutter contre les bailleurs. Alors, quel est donc là, tu es toujours salarié de la CLCV. Quel bilan tu fais de ton parcours? Est-ce que ça te semble aller dans le bon sens quand tu parlais, par exemple, des bailleurs privés qui arrivaient, des sociétés anonymes de type Crédit Mutuel qui arrivaient? Est-ce que le rapport de force te semble intéressant? C'est-à-dire que, par exemple, toi, tu es quand même une permanente, une personne salariée qui consacre son temps professionnel à défendre les salariés. Est-ce que ça te semble être un... Pardon? À défendre les locataires. J'ai dit quoi? À défendre les salariés. Ben voilà. C'est parce que tu as fait tout le parallèle entre syndicat de salariés et syndicat de locataires. Mais donc, est-ce que le rapport de force, en fait, te semble équitable, vu qu'on peut dire qu'il y a des salariés dans les associations comme la CLCV? Ou est-ce que le rapport de force te semble trop en faveur des propriétaires? Et est-ce que le positionnement... Alors là, je te pose plein de questions d'un coup. Mais est-ce que les actions que vous faites à la CLCV, est-ce que les revendications même de la CLCV te semblent satisfaisantes? Alors, c'est pareil. Je pense que moi, je trouve que ça se dégrade, à la fois au niveau des revendications et des rapports de force, sur les deux tableaux. Je trouve que la CLCV s'est enfermée dans un rôle de technicien, justement, juriste, on connaît bien tous les mécanismes, etc. On peut aider les gens dans leur dossier, mais je vais refaire le parallèle avec les syndicats de salariés, je trouve qu'eux aussi, ils ont un peu la même dérive d'ailleurs. Donc on devient de plus en plus efficace individuellement, mais on a de moins en moins de revendications collectives et on a de moins en moins de pouvoir collectif aussi. Parce que justement on ose moins et parce que les locataires nous suivent moins. On a le même problème que les syndicats de salariés. On a fait la manif contre la baisse de l'APL donc en octobre dernier. On était 30 à Kermoisan. On a fait tout le tour de Kermoisan, on a fait tous les halls d'immeubles, etc. Personne n'est descendu rejoindre la manifestation. Donc les locataires ne se mobilisent plus, ils subissent. Voilà, ils sortent plus de chez eux, ils attendent que ça passe. Donc, Kermoisan, pour préciser, c'est un quartier HLM et populaire de Quimper. De Quimper, voilà. Et voilà, donc... tu sens que ça se passe un peu finalement comme dans le mouvement social de manière plus générale, une sorte de démobilisation et même une sorte d'avant-garde en fait des locataires qui portent les revendications, qui sont capables d'aller au tribunal, de mobiliser des salariés comme toi, etc. Ouais. Et donc la CLCV, peut-être que c'est nous qui n'avons pas su assez les motiver, les mobiliser. Je pense qu'il y a les deux. Et parce que nous aussi, on recule dans nos revendications, donc c'est pas forcément motivant non plus. Et en même temps, on se heurte à l'individualisme et surtout à la passivité des gens qui subissent et qui n'osent plus rien faire, qui ne veulent plus rien faire. Et c'est compliqué. Et donc, moi, j'ai l'impression que la CLCV s'est enfermée dans le rôle de technicien et de médiateur. Voilà, on fait de la médiation. Mais gestion, de co-gestion, finalement un peu comme des syndicats. Voilà. Mais moi, ça ne me satisfait pas du tout, parce que quand je vois toutes les injustices qu'il y a, ça me révolte, notamment à Quimper, où je vois bien que, je ne sais pas si c'est une volonté délibérée, parce que bon, l'élu m'a dit que je lui faisais un procès d'intention, alors je vais être gentille, je vais dire que c'est pas délibéré, mais que je vois les effets qui se passent de la politique, c'est qu'on vide les pauvres de Quimper.
Donc on a démoli des tours à Kermoisan, les tours où il y avait les loyers les moins chers. Et là, ils sont en train de rénover tout le vieux centre-ville historique de Quimper. C'est très chic. Mais du coup, c'était des logements insalubres où il y avait des marginaux, etc. qui habitaient là. Et on va les foutre dehors. Ils vont rénover. Ça va être super classe. Donc ça va être, ce qu'on appelle la gentrification qui est en train de se passer à Quimper. La gentrification, le phénomène de rénover les quartiers, des quartiers populaires ou des quartiers, même des zones industrielles parfois, pour en faire des lieux un peu chicos, un peu bobos, Voilà, où les loyers seront élevés et où là, voilà. Les locataires pauvres, ils sont obligés de partir, ils n'arrivent pas à suivre. Et on ne se demande pas où ils vont. Où ils vont, parce qu'il n'y a pas assez de logements HLM à Quimper pour les accueillir. Donc ça veut dire qu'ils partent de Quimper. Voilà. Et ça me révolte. Et ça, la CLCV n'ose pas réagir publiquement là-dessus, interpeller là-dessus, sur plein d'autres choses, oui. Et alors, je sais en plus que, alors tu disais que tu étais animatrice justement tout à l'heure, je sais que tu essayes de mettre en place des actions justement pour ne pas être cantonné dans ce rôle de cogestion, on va dire. Et est-ce que tu peux nous raconter une action que tu as pu mettre en place avec des locataires? Alors par exemple, justement, c'est la démolition des tours à Kermoisan, des tours les moins chères et les plus anciennes de Kermoisan. Donc là, j'ai quand même réussi à convaincre le conseil d'administration de la CLCV de dire que la CLCV était opposée à cette démolition tant qu'il n'y aurait pas de construction d'un nombre équivalent de logements au même loyer. Voilà. Et en fait, on a été les seuls à dire ça et on se fait taper dessus maintenant parce qu'on a osé dire ça dans la presse. Voilà. Et donc, après, comme ça a été voté, acté, et que ça va être démoli là bientôt, il a fallu vider les locataires. Et donc, là, on a dit qu'il fallait que nous aussi, on y aille et qu'on ne laisse pas juste l'office HLM dire aux locataires de partir. Donc, l'office HLM ne les met pas dehors quand même. Il est obligé de les reloger. Hein, parce que le locataire HLM a un droit au maintien dans les lieux. Donc, il a un CDI, le locataire HLM. Donc, on ne peut pas le mettre dehors, sauf s'il ne paye pas le loyer. Et tant qu'il paye le loyer, on ne peut pas le mettre dehors. Donc, ils sont obligés de trouver un autre logement HLM. Donc, en fait, ils attendent qu'il y ait un logement qui se libère. Et dès que le logement se libère, on prend ceux de la tour et on les met dans ces logements-là. Donc, ça veut dire que tous ceux qui attendent, il y a 3000 personnes qui attendent un logement HLM à Quimper. Et ils peuvent attendre longtemps parce qu'il faut d'abord reloger les 110 des tours de Kermoisan qui vont être démolis. Et ça doit faire une ambiance bizarre dans ces tours qui vont être démolies. C'est-à-dire que les familles voient les autres familles partir une à une. Et alors, ça va faire bizarre d'être dans les dernières familles. Ouais, c'est atroce. Autant au début ils se plaignent du bruit, qu'il y a trop de bruit dans l'immeuble, et après les derniers ils sont là, ils disent je peux plus dormir, il n'y a aucun bruit, il n'y a personne, je suis tout seul, je me sens en insécurité. L'insécurité, c'est d'être à deux dans un immeuble de 60 logements, quoi. Parce que c'est angoissant, hein, et ils angoissent vraiment, et je les comprends. Hein. Donc ils ont hâte, du coup là, ceux-là, ils ont hâte de partir. Ils veulent partir à tout prix. Du coup, vous êtes allé voir les locataires? Voilà, parce que moi je me dis c'est une violence sociale énorme de dire parce que t'es un pauvre, en fait t'es un pion. On dit que bon, ces tours-là sont pas belles, elles sont trop vieilles, on veut plus les rénover, on va les raser. Mais de quel droit on dit ça? Et donc tu vas aller habiter ailleurs, t'es un pion qu'on te déplace comme ça. Ça, je trouve ça lamentable, donc je voulais aller voir les gens, qu'est-ce qu'ils en pensent, qu'est-ce qu'ils disent, etc. Mais du coup, autant ils se révoltent individuellement, ils pleurent quand tu leur en parles, voilà, mais ils ne voudront pas faire une action collective, une action publique, etc. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire de ça? En fait, on a recueilli tous les témoignages et on a fait un petit livret et une exposition avec les photos des gens, les photos de leur logement et qui ont raconté leur histoire. Et il y en a qui étaient depuis la construction, donc dans les années 50, c'est ça, parce que c'est De Gaulle qui est venu inaugurer en plus ces bâtiments-là. Donc non, c'est pas 50, c'est 60 à 65 la construction de ces bâtiments-là. Parce qu'il y a eu des rapatriés d'Algérie qui y sont allés, ils étaient prioritaires pour y habiter, qu'on a retrouvés. Hein, tu vois, il y a des gens qui ont des histoires pas croyables, il y a des gens qui habitaient dans la campagne, dans des fermes en terre battue, sans salle de bain, sans WC, les WC étaient dans le jardin, etc. Et quand ils sont arrivés dans ces tours-là, pour eux, c'était le luxe optimum d'avoir la salle de bain, la baignoire sabot que c'était à l'époque, les toilettes, le chauffage collectif, donc avoir chaud, ça faisait autre chose que la cheminée, que les grandes cheminées avec beaucoup de déperdition de chaleur
et où ils s'enfumaient plutôt qu'autre chose. Et donc pour eux, c'était vraiment le luxe, et de voir démolir ça qui pour eux a été... Pour eux, c'est énorme de savoir que ça va être rasé, alors qu'ils y ont passé 50 ans de leur vie, et que voilà, ils sont arrivés là quand ils étaient tout jeunes, et pour eux, c'était voilà, un hôtel 5 étoiles, quoi. Et donc c'est dur pour eux. Donc on a essayé de récolter tout ça, et puis pour essayer d'alerter les élus sur ce qu'ils font. Mais alors là, il y a un déni total. Quand on a fait l'inauguration de l'exposition, il y a eu du monde, donc il y a eu des locataires qui sont venus, qui ont osé parler devant les élus. Chapeau, il y en a plusieurs qui ont pleuré devant les élus en racontant leur histoire. Là, les élus, ils ont voulu se justifier. Oui, mais on va faire des bâtiments plus neufs, plus beaux, machin. Voilà, ils restent dans leur discours formaté. Ils ne veulent pas entendre la misère des gens. Et puis ils disent, bon, oui, mais maintenant dans leur nouveau logement, ils vont se plaire, etc. Ils vont oublier. Voilà. C'est un peu infantilisant en plus. Donc là, on voit bien que le but de l'action, c'était de mettre en face directement en fait la violence qui s'exerce entre les bailleurs et les locataires. Et là, en fait, tu as fait sortir la CLCV de son rôle en fait de cogestion, d'être entre le marteau et l'enclume, et de se dire, voilà, regardez en face le problème, et avec tout le, voilà, la vie des gens, les sentiments, et puis les mots, quoi. Donc voilà une idée, une piste d'action, disons, que ta colère du fait d'être dans la cogestion, en fait, t'a poussé à faire. Alors ça, c'est une action concrète qui s'est passée à Kermoisan. Mais je sais aussi que voilà, dans ta vie de salarié à la CLCV, et puis même de personnes qui réfléchissent intensément au logement, je sais qu'il y a eu un événement perturbateur. Cet événement perturbateur, peut-être que tu vas mieux le raconter que moi, le souvenir que j'en ai, c'est que à un moment, tu as vu, disons que tu as entendu les thèses du sociologue Bernard Friot. J'ai précisé en début d'entretien qu'on était à Réseau Salariat, qui est une association qui s'est constituée autour des thèses de Bernard Friot. Et donc cet événement perturbateur, ça a été d'entendre Bernard Friot parler de la sécurité sociale, qu'on va associer plutôt aux retraites, à la maladie, à la famille, au chômage. Et toi, tu vas en fait faire le parallèle entre cette sécurité sociale et une forme de sécurité sociale du logement, cette fois. Et d'ailleurs, depuis le début de l'entretien, tu as beaucoup transposé le monde du logement et le monde du travail, notamment via par exemple, les syndicats et les associations comme la CLCV. Et donc, en fait, tu te dis qu'il serait possible de faire la même chose que ce qui existe pour la sécurité sociale, mais pour le logement. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, moi tout de suite ça m'a interpellée. Il y a la cotisation sociale qui va dans des caisses, qui peut servir à de l'investissement. Et tout de suite je me suis dit, quand Bernard Friot il dit c'est le déjà là sur lequel il faut s'appuyer pour aller vers le salaire à vie, moi je me suis dit, bah oui, mais le logement HLM du coup c'est le déjà là sur lequel il faut s'appuyer pour aller vers une vraie sécurité sociale du logement et un logement digne pour tous. Parce que du coup le logement HLM fonctionne un peu comme la sécurité sociale. Alors, on va justement y passer un petit peu de temps sur ce logement HLM. Alors, ce que je te propose, c'est que je vais te montrer un petit extrait d'un film qui s'appelle L'Esprit de 45, qui est un film de Ken Loach, qui raconte en fait une histoire populaire de l'après-guerre britannique. Ce film y présente en fait l'enthousiasme incroyable qui existe au retour des soldats britanniques en 1945, où en gros les gens se disent on vient de combattre les Allemands, on a fait la guerre, mais c'est pas pour retrouver la misère sociale qu'on avait dans les années 30. Et nos ennemis étaient les Allemands pendant la guerre, nos ennemis des années 30 étaient les logements insalubres, le chômage, etc. Et en fait, il va y avoir un enthousiasme incroyable, et des ministres, qu'on dirait nous communistes, mais qu'en Angleterre, on dit travaillistes, hein, le parti c'est le Labour, et il va y avoir un Premier ministre travailliste, il va y avoir des ministres travaillistes au pouvoir, et ils vont mettre en place des choses qui ressemblent beaucoup à ce qui s'est passé en France, et en particulier sur le logement. Donc dans le film L'Esprit de 45, il y a tout un chapitre consacré au logement, et je vais te montrer un monsieur qu'on retrouve à plusieurs moments du film. I was born 87 years ago
Je suis née il y a 87 ans dans les bas quartiers de Liverpool, à côté de Great Ormond Street à Miller Street. On était 8 enfants. On dormait à 5 dans un lit. Dans mon lit, on était 3 garçons et 2 filles. Un soir, on s'est couché et notre lit était plein de vermine. Quand je dis vermine, je parle des insectes et des puces. Ils grouillaient par centaines dans les lits où on dormait. On ne pouvait rien y faire, ils étaient partout dans la maison, sous le papier peint, dans les plinthes. On se mettait au lit et on dormait avec eux. Alors là, on a vu le témoignage, donc quand le monsieur en question parle de la situation des années 30, où ce sont de véritables taudis. Il y a un autre passage où il dit qu'ils sont une famille très nombreuse et où il perd 2 de ses frères et sœurs, en fait, qui ont entre 2 et 4 ans. Bon, je ne vais pas passer ce passage-là, pour passer à un passage plus optimiste, en fait, qui a lieu quand donc, le parti Labour arrive au pouvoir, qu'ils mettent en place une politique de logement. Et donc le but, c'est de voir est-ce qu'il y a des parallèles avec le système des HLM en France. Et donc on va retrouver ce monsieur qui va nous donner son témoignage. J'ai emménagé dans un logement social juste après mon mariage. Et ça a été le plus beau moment de ma vie. Avoir une maison avec une salle de bain et un jardin, j'étais émerveillée. À cette époque, les logements sociaux ont été une bénédiction pour les gens. En France, il s'est passé pratiquement la même chose qu'en Angleterre à la même époque. Donc, pareil, il y a eu des villes qui ont été rasées comme Brest, il a fallu reconstruire, il y avait des taudis pareils. Et le logement HLM a vraiment décollé à ce moment-là, parce qu'avant, c'était plutôt du logement patronal. C'était les patrons qui avaient construit des logements autour des usines pour avoir les ouvriers sous la main. Alors là, on est à la fin du 19e, c'est ça, dans les années 1880. Voilà, tout à fait, l'essor industriel. Et donc après la guerre, dès 1948, il y a eu des lois sur le logement, sur le droit au maintien dans le logement des locataires, sur l'obligation de rénover pour les propriétaires privés, sur le plafonnement des loyers en 1948, et en 1950, des lois sur les HLM. Et 1953, la création du 1% logement patronal. C'est quoi le 1% logement patronal ? Alors, c'est une cotisation... Voilà, comme les cotisations en sécurité sociale, qui étaient au départ de 1%, qui ont beaucoup baissé. Voilà, je crois qu'on est à 0,25 maintenant, je crois. Il faudrait vérifier les chiffres. Et donc ça a été mis en place donc en 1953, et ça arrive donc dans des caisses qu'on appelle les comités interprofessionnels du logement, CIL, qui sont gérés donc paritairement, pareil, par les syndicats de travailleurs et le MEDEF. Alors, à quoi ressemblerait alors un logement émancipé ? C'est-à-dire que moi, quand j'entends parler de logement, j'ai plutôt l'impression que l'émancipation individuelle, elle passe par le fait de ne plus être locataire et d'acheter sa maison. Si on a la chance, évidemment, de pouvoir obtenir un crédit à la banque et se mettre à acheter une maison, moi j'ai l'impression que ça c'est la première piste qu'on rencontre, qui nous vient en tête. Pour arrêter de jeter l'argent par les fenêtres, comme on dit, on achète soi-même sa maison. Alors, je crois que ce n'est pas une piste qui te semble très intéressante. Alors déjà, est-ce que cette piste, elle a une histoire ? C'est-à-dire, est-ce qu'on a déjà proposé ça aux gens à un moment ? Ouais. Et pourquoi ça ne te semble pas être la piste la plus intéressante ? Parce que justement, donc après la guerre, on a essayé de développer le logement HLM. Et après les 30 glorieuses, c'est-à-dire pendant les 30 glorieuses, donc années 60-70, juste après, le patronat de façon a essayé d'attaquer le logement social pour payer moins, évidemment, parce que ça lui coûte cher, comme toujours. Et du coup, d'inverser la politique et de faire une politique de développement de la propriété individuelle. Et puis de toute façon, ça c'est très capitaliste, parce que du coup, vous faites un prêt bancaire, donc les banques, elles vendent du crédit,
et vous construisez quelque part à la chaîne des pavillons dans des lotissements presque tous pareils, Maison de l'Avenir, etc. Donc les Bouygues, les maisons Bouygues, etc. Voilà, les grosses entreprises capitalistes ont industrialisé le logement à cette époque. Ont été capables d'avoir des machines qui font du logement tout pareil, du préfabriqué presque tout pareil. Voilà, 3 pièces, 4 pièces, tu choisis juste le nombre de pièces si tu mets le garage à droite ou à gauche et la cuisine à droite ou à gauche, mais en gros c'est le même plan qui s'applique à tout le monde, ils ont industrialisé et donc il fallait qu'ils vendent, qu'ils rentabilisent, qu'ils fassent de la production de masse de ces maisons-là. Et donc c'est pour ça qu'il y a eu vraiment une politique du tous propriétaires de son petit pavillon en banlieue. Là, on est dans avec des aides de l'État. On est dans les années 70, c'est ça? Ouais, 60, 70, 80. Ouais, vraiment. Puis on peut dire qu'il y a encore un peu. Enfin, peut-être que maintenant il y a d'autres pistes dont on va parler. Maintenant ça s'est un peu calmé, mais c'est vrai que l'État est toujours dans cette mentalité-là et aide financièrement à l'accession à la propriété. Donc là, ça va vraiment dans la logique de l'État, disons, du passage de l'État, on va dire, social, ou en tout cas l'État qui pouvait se placer dans le rapport de force entre bailleurs et locataires. On voyait que l'État intervenait en faveur plutôt des locataires dans les années 50, un peu comme dans le monde du travail, on pourrait dire qu'il s'est passé la même chose. Oui. Et on voit qu'il y a un tournant, comme dans le monde du travail, dans les années 70-80. Et donc c'est une fausse piste, on voit bien dans ce que tu viens de dire que les capitalistes gagnent sur les deux tableaux, à la fois par le crédit, donc le capitalisme banquier, et à la fois dans la construction de maisons, donc là le capitalisme plus industriel on va dire. Ouais. Et d'ailleurs au passage c'est marrant de voir que le crédit mutuel est lui bien, et la même entité est bien dans les deux, les deux branches de la rente. Quoi. Ouais. Alors bon, voilà, pas besoin de plus longue démonstration pour dire que c'est une piste qui peut-être individuellement peut être intéressante pour les gens après tout, mais bon, c'est pas forcément une piste émancipative collective. Ouais. Consacrer quand même plus de 30%, 40% de ton budget pendant 30 ans à t'acheter une maison, est-ce que c'est émancipateur? Est-ce que tu te mets pas des chaînes aux pieds? Quand on propose des grèves, il y a beaucoup quand même de travailleurs qui disent « Ah ben non, j'ai mon crédit à payer ». Quelque part, tu as moins de scrupules à ne pas payer ton propriétaire quand tu es locataire qu'à ne pas payer ton crédit quand tu as acheté une maison. Ouais, c'est lumineux. Je peux en témoigner étant moi-même endetté pour acheter ma maison. Ouais. Alors, une autre piste, quand on évoque le logement, il y a une piste quand même qui est l'habitat participatif. Alors on en trouve toutes sortes de versions, hein, des versions les plus caricaturales ou les plus alternatives, je ne sais pas le mot qu'il faut utiliser, mais on va voir des logements en yourte ou des choses vraiment assez rudimentaires, jusqu'à des écoquartiers où on voit que c'est peuplé de cadres supérieurs dans les grandes métropoles européennes. Voilà, de l'habitat participatif, ça semble quand même être une piste intéressante au fond. Mais pour moi, ça ressemble beaucoup à la copropriété classique. Donc quand les gens accèdent à la propriété en immeuble collectif, c'est de la copropriété. Donc il faut qu'ils se mettent ensemble pour gérer de gré ou de force, et souvent c'est plutôt de force, parce qu'en fait les gens croient acheter un appartement individuel. En fait, c'est pas volontaire. C'est ça la différence entre les deux. Quand tu achètes un appartement, tu te dis j'achète mon appartement. Mais non, puisque tu es dans un immeuble, tu es dans une copropriété, tu es dans le même bateau que les autres. S'il y a une fuite sur le toit, il faut se partager les frais pour payer la fuite sur le toit. Il faut qu'il y ait le ravalement de la façade, etc. Il y a plein de choses à gérer. Et donc, il faut faire des assemblées générales de copropriétaires. Il faut gérer ensemble. Et si tu n'as pas prévu ça avant et si tu ne peux pas supporter tes voisins, ça se passe mal. Voilà. Et donc, pour toi, l'habitat participatif, c'est un peu un nouveau nom de la copropriété, d'une copropriété volontaire où des gens se sont mis ensemble dès le départ pour construire ensemble un projet immobilier. Mais au bout du compte, ça revient au même, c'est-à-dire juridiquement et même en gestion, ça revient au même. C'est même pire, puisque du coup, c'est une copropriété fermée, parce que la plupart du temps, ils ont des chartes, ce qu'ils appellent les chartes, que moi je trouve ça horrible. Puisque ça veut dire que tu adhères à des valeurs, ça veut dire que pour avoir le droit d'habiter, l'honneur, le droit d'habiter avec ces gens-là, il faut que tu montres patte blanche que oui, tu es écologiste, oui, tu fermes le robinet quand tu te brosses les dents, et oui, tu veux bien faire du jardinage collectif, et oui, tu veux bien donner du temps pour la bibliothèque participative, etc.
c'est autre chose que du logement. Tu t'engages pour ta vie personnelle, c'est un droit de regard sur ta vie à toi. Donc ça veut dire que... là, on est plus dans une logique de l'entre-soi, en fait, voilà. de former une petite communauté de gens plutôt d'accord entre eux, pour habiter de cette manière-là, et même d'y vivre, parce qu'apparemment, il faut aussi... ça implique un certain comportement dans la copropriété. Donc je pense qu'au début, ça marche bien, mais j'aimerais bien voir dans 30 ans comment ça sera. S'ils s'entendront toujours ensemble, et puis s'il y en a qui seront partis, des nouveaux qui vont arriver, comment ça va se passer, comment ils seront capables de les intégrer. Voilà, mais après tout, c'est un mode de fonctionnement comme un autre, mais pour moi, c'est pas plus émancipateur. Et de toute façon, il faut avoir des revenus, être capable de s'endetter, pareil, pour pouvoir payer. Parce qu'au bout du compte, il faut payer, c'est pas du prix HLM. Hein. En général, comme ils veulent faire de la qualité écologique, etc., ce qui est très bien, mais ça a un coût quand même important. Donc quelqu'un au RSA ne peut pas aller dans ce genre de logement. Ça, c'est clair. Donc les deux pistes qu'on vient d'évoquer, en fait, déjà, on vient de voir que même à titre individuel, elles sont pas très émancipatrices finalement, mais que même si j'ai les ressources, mettons, pour me lancer dans ce genre de projet, que ce soit acheter une maison seule ou être en copropriété dans de l'habitat participatif, je vois bien que ça peut pas concerner l'ensemble du territoire français. Et en particulier, si on repense à notre monsieur du début qui a été expulsé, on se demande bien comment il va s'en sortir, lui. Il peut pas non plus faire un crédit à la banque, il peut encore moins adhérer à un ensemble de valeurs plus ou moins progressistes proposées dans une copropriété en habitat participatif. Alors, du coup, qu'est-ce que ce serait le modèle, enfin, sans demander un modèle très précis, une sorte de programme, mais à quoi ressemblerait un logement émancipé pour toi ? Alors moi, je pars du déjà là, du logement HLM, comme Bernard Friot part du déjà là de la sécurité sociale. Je pense que le logement HLM, avec tous ses défauts, toutes ses dérives, etc., toutes les critiques qu'on peut y faire, est le socle sur lequel on peut s'appuyer pour le développer. Parce que je pense que le principe du fonctionnement du HLM est émancipateur. Après, il faut s'en saisir, il faut l'améliorer, etc. Donc, alors ce serait quoi ? Quelles sont les recettes, les ingrédients qui font que le logement HLM est émancipateur ? Donc, que l'investissement soit financé par la cotisation donc prise sur la production, donc qui finance l'investissement, qui sont des investissements très lourds, évidemment, le logement c'est un investissement très lourd, et donc la propriété n'est ni une propriété individuelle, ni une copropriété comme ça, ni une propriété nationale, entre guillemets, de l'État, c'est la propriété d'entités juridiques qui sont des offices HLM. En fait, c'est ce qu'on appelle une copropriété d'usage. C'est-à-dire que les personnes qui habitent dans les logements sont collectivement propriétaires des logements, si on veut. Elles ne sont pas propriétaires de leur logement, elles ont un droit d'usage de leur logement et elles gèrent collectivement ces logements. Donc, par l'intermédiaire d'entités qui ont des professionnels pour gérer les logements, parce que c'est ça qui est dur aussi dans la copropriété, que c'est très dur de gérer le logement, il faut avoir des compétences techniques, financières, etc. Donc les offices HLM ont du personnel compétent en général, et le tout, c'est qu'il y a un conseil d'administration qui surveille ce personnel, qui donne les ordres, les directives, etc., et qui donne la politique du logement. Et ça se fait au niveau local. Les offices HLM ont un rayonnement local. Il y en a qui couvrent qu'une commune, il y en a qui couvrent un département, et au maximum, ils couvrent une région, en gros. Voilà, donc ça reste à taille humaine, malgré ce que dit Macron, qu'il y a trop d'offices HLM et qu'il faut les supprimer. Il y en a 700 à peu près en France. Maintenant, justement, parce que chacun couvre une partie du territoire, et c'est ça qui est important. Et ce qui est important, c'est qu'il y en ait plusieurs aussi sur la même partie du territoire pour pas qu'il ait le monopole. Ce serait un risque aussi. Donc je trouve que c'est bien que sur le même département, il y ait au moins 2 offices HLM, voire 3, voilà, pour que justement, s'il y en a un qui oriente sa politique dans un sens, les autres auront peut-être des politiques différentes, etc. Donc le principe de la mutualisation de l'argent et de la gestion collective des logements. Et comme on a bien vu dans le film, et comme ça s'est passé aussi en France au début du HLM, c'était vraiment des logements de qualité. Donc rien n'interdit aux offices HLM de faire des bâtiments basse consommation, des bâtiments passifs, et tout écolo comme ils veulent les écolos, plus écolo tu meurs. Ils ont la capacité financière de le faire, ils ont la capacité technique de le faire. Le tout, c'est la volonté politique qui manque.
Et sortir, là ce que tu proposes en fait, c'est qu'on se désintoxique un peu du message qui nous dit que les HLM c'est fait pour les pauvres. Toi, ce que tu présentes en fait, c'est que le HLM pris comme modèle, limite on pourrait trouver même un autre nom, mais disons qu'on peut loger les gens avec le principe du HLM, mais que ce soit de bonne qualité, et que ce soit enthousiasmant pour les gens, que les gens soient fiers d'habiter dans ces logements, que ce soit équipé d'un confort moderne en termes... même en termes écologiques, en termes sociaux, en termes d'accès à de la culture, par exemple, à des espaces communs, etc. etc. Oui. Et que la gestion que tu viens de détailler, en fait, n'implique pas du tout que ce soit quelque chose pour les pauvres ou quelque chose de miséreux, bien au contraire. Non. Donc on est sur une logique collective, et ensuite, à titre individuel, les gens qui habitent ces appartements, alors ça tu l'as présenté tout à l'heure, les gens qui habitent ces appartements ne partent pas pour 3 ans. Voilà, ils ont un droit d'usage et donc ils ont le droit de rester dans le logement toute leur vie s'ils le veulent, ou s'ils partent volontairement. Donc c'est vraiment le droit au maintien dans les lieux, le droit d'usage, et qui pourrait être étendu par rapport au droit du locataire actuel, qui est déjà pas mal. Le locataire HLM est déjà beaucoup plus protégé que le locataire en privé, mais on peut l'étendre, et notamment qu'il ait le droit de faire des travaux à l'intérieur tant qu'il ne remet pas en cause la structure du bâtiment. De toute façon, comme en copropriété, il y a un règlement, un copropriétaire ne peut pas abattre un mur porteur, sinon il met en péril toute la copropriété, mais sinon il peut faire quand même beaucoup de travaux, et sinon il faut qu'il demande l'accord de l'Assemblée Générale, par exemple s'il veut changer les volets extérieurs ou la couleur extérieure, il faut demander l'accord. Donc un locataire HLM, en fait, peut avoir exactement les mêmes droits qu'un copropriétaire actuellement, de faire des travaux, etc. Voilà. Donc là, mais comme tu le disais tout à l'heure, le politique prime, et ensuite c'est des aménagements juridiques en fonction de ce qu'on a envie de faire. Il suffit de faire de nouvelles lois. Voilà, c'est changer le règlement, c'est pas compliqué. Et il faut aussi que le locataire, en plus du droit d'usage, ait un droit de décision. Donc il vote pour ses représentants au conseil d'administration, il donne son avis sur comment c'est géré dans son immeuble, comment c'est géré dans son quartier, et il peut donner aussi son avis sur les constructions futures. Comment seront faites les prochaines constructions. Alors, je vais te poser quelques questions pour un peu critiquer ou voir est-ce que c'est possible de mettre ça en place. Est-ce que, par exemple, les HLM, on les retrouve souvent en périphérie en fait, des grandes villes, dans des quartiers populaires, c'est souvent sous la forme de tours. Est-ce qu'il y a une fatalité à ça, ou est-ce que le HLM peut être des maisons avec un jardin? Est-ce que c'est possible dans des zones rurales, par exemple? Oui, c'est possible partout. Alors c'est vrai qu'il y a eu, pareil, dans les années 60, l'essor du HLM s'est fait dans ce qu'on appelait les UP. Donc c'était les zones périphériques qui étaient à urbaniser et qu'on a laissées aux offices HLM et qui ont construit là des immenses quartiers, des immenses tours qui sont remis en cause actuellement. Mais depuis, les offices HLM construisent plutôt maintenant des petits bâtiments, des pavillons individuels. Mais par contre, leur problème, c'est l'accès au foncier, c'est-à-dire de pouvoir acheter des terrains pas trop chers. Donc dans les centres-villes, c'est très dur. Et là, c'est pareil, c'est la volonté politique. Le maire, il a le pouvoir de préempter des terrains, de préempter des immeubles, et il ne le fait pas. Voilà, donc techniquement, c'est possible. Les offices HLM sont capables de tout construire, de la petite maison au grand immeuble, à la grande tour. Ils savent faire, ils ont de l'expérience depuis des années. Le tout, c'est la volonté politique et puis de savoir vers quoi on s'oriente. Alors là-dessus, pour illustrer ce que tu viens de dire, je peux renvoyer les auditeurs vers l'excellent livre qui s'appelle Panique dans le 16e, qui est une enquête sociologique de Monique Pinson-Charlot et de Michel Pinson, où en fait ils expliquent exactement ce que tu viens de dire. C'est-à-dire qu'il y a un projet qui est porté par la ville de Paris, je fais vite, je ne connais pas tout le détail de l'histoire, mais en fait porté par la ville de Paris, de faire du logement social au cœur du bois de Boulogne, dont le but serait, si j'ai bien compris, d'accueillir les gens qui n'ont pas de logement, tout simplement. Et en fait, il y a eu vraiment un combat politique, des gens extrêmement militants, mais cette fois d'un bord dont on n'est pas trop habitué, qui est la bourgeoisie, quoi. C'est-à-dire que la bourgeoisie agit plutôt de manière feutrée d'habitude dans des choses assez calmes, et là en fait ils ont pété un plomb, on peut dire, et ça s'est vu d'ailleurs dans la presse nationale. Donc là on voit bien que construire de nouveaux HLM en fait peut être une étape périlleuse, parce qu'on voit qu'il y a une lutte politique qui se joue, quoi, qu'il y a des gens qui ne veulent pas voir de HLM se mettre en place. Tout à fait. Même à Quimper, où il y a eu Plougufan, qui est une petite ville qui touche Quimper,
Et les élus ont été confrontés par des pétitions parce qu'ils voulaient faire du logement social à côté de maisons tout à fait ordinaires. C'est pas le 16e, uniquement. C'est vraiment le petit bourgeois qui a son petit pavillon et son petit jardin et qui ne voulait pas de cas sociaux en face de chez lui. Alors que c'était un petit immeuble de 4 étages, 30 logements. Voilà, c'était pas Sarcelles quand même qu'on voulait construire à Pugufan. Et c'est sûr qu'on comprend mieux aussi, du coup, pourquoi les élus locaux freinent sur les HLM et ne sont pas ambitieux, parce que c'est vrai qu'ils doivent se heurter souvent à des refus de la population. Alors, j'ai une autre question, c'est de savoir pourquoi est-ce que tu voudrais faire financer ça par les entreprises, en fait. Tu disais il faut prendre directement sur la production, que ça soit une cotisation prise donc directement des entreprises. Pourquoi ça? Est-ce que ça veut dire que ça remplacerait le crédit? C'est-à-dire que si je veux rénover quelque chose, c'est ça, oui, que ça... Tout à fait, ouais, oui. Pour se débarrasser du crédit et des intérêts qu'on donne aux banquiers, pour se débarrasser des banquiers, il faut passer par les caisses d'investissement, donc comme ce que propose donc Bernard Friot pour les outils de production. Un logement, c'est un investissement, donc pour moi, c'est la même logique que ce soit financé par la production, donc par une cotisation sur la valeur ajoutée qui va dans cette caisse spécifique. Après, ça ne veut pas forcément dire que ce soit gratuit pour l'habitant. Au niveau tu parles de l'investissement ou du loyer? Non, du loyer qui couvrirait plutôt l'entretien et les charges du coup. Donc l'investissement serait gratuit, enfin il n'y a jamais rien de gratuit, mais disons que c'est pris, le coût est pris dans la cotisation directement dans les entreprises. Voilà, parce que ça reste du collectif pour tout le monde et tout le monde a besoin de logement. On se dit qu'on est dans le même bateau, il faut loger tout le monde. C'est un investissement collectif pour tout le monde, comme quand on construit une école, comme quand on construit un hôpital, on construit un logement, c'est pareil. Pour moi, c'est pareil. Le loyer, par contre, là, ne serait pas nécessairement gratuit. Non, je pense que de toute façon, il faut que c'est bien que les gens participent aussi, s'investissent dans leur logement. Je pense que voilà, le fait de payer, et puis forcément, après, il y a le fonctionnement, l'entretien, les charges, les rénovations, les améliorations, etc. Et puis ça peut permettre aussi de faire un choix dans l'accès au logement. C'était la question que je me posais, moi, c'est comment on fait l'accès au logement. Actuellement, le logement HLM, on passe devant une commission d'attribution qui étudie le dossier et qui dit oui, vous aurez ce logement-là, non, vous ne l'aurez pas. Ou est-ce on garde un marché comme dans le marché immobilier qui est pipé aussi, parce que de toute façon, on n'a pas accès à tous les logements quand on va dans une agence immobilière. Ils ne nous présentent pas tous les logements, ils présentent les logements qui correspondent à notre budget de toute façon. Mais là, tu as quand même un choix. On te présente plusieurs logements et tu choisis lequel tu veux. Et donc, si tu payes, tu choisis, voilà, si tu veux un logement plus grand, tu paieras un peu plus. Mais quelque part, c'est un choix que tu fais, pourquoi pas, je ne sais pas trop, ou alors du tirage au sort. Voilà, je me demandais, l'accès au logement, comment faire? Soit du tirage au sort, soit une commission d'attribution, soit par le marché, par le prix et le marché. Voilà. Mais en tout cas, tu as dessiné le projet, c'est-à-dire le socle sur lequel on peut s'appuyer, qui est plutôt le fonctionnement du HLM. Ouais. On voit qu'il faut un peu se désintoxiquer pour voir que ça peut être incroyable en fait, et très agréable, et même très simple en fait, de se loger dans de tels logements avec un tel fonctionnement. On voit que toutes les questions ne sont pas réglées évidemment, et là tu donnes quelques pistes pour régler les problèmes qui resteraient. Alors pour terminer cet entretien, j'aurais bien aimé parler un peu de stratégie, parce que tu es quand même bien placé en étant à la CLCV, et je me dis, donc tu as conscience à la fois de comment ça se passe les réunions dans les HLM, tu connais à la fois les locataires mais aussi les élus, tu vois comment peut se comporter un préfet par exemple. À ton avis, ça va se passer comment? Alors, je vais te laisser répondre, je vais te poser quelques questions comme ça. Est-ce que tu penses que ça doit passer par de la loi, c'est-à-dire qu'il faut qu'on attende qu'il y ait un parti intéressant, au hasard je dis par exemple un parti comme la France Insoumise, qui arrive au pouvoir avec un programme ambitieux sur le logement, ce qui s'est un peu passé d'ailleurs, on peut dire, dans le film que j'ai montré de Ken Loach, où on voit que le parti Labour est arrivé au travail et a mis en place des lois sociales. Est-ce que tu penses que ça va plutôt se passer par des associations comme la CLCV, en fait, en retrouvant une certaine combativité, une certaine mobilisation des locataires? Avec quel type d'action tu penses que ça va se passer? Plutôt avec, tu parlais des enfants de Don Quichotte par exemple, où là on voit que une mobilisation médiatique finalement d'une personne qui avait l'air assez isolée a quand même permis d'obtenir une loi.
Ou est-ce que ça passera plutôt donc, par des choses plus de terrain, où on va rassembler les gens, par exemple dans un même immeuble, en essayant de les convaincre de placer en fonctionnement HLM, on va dire, comme on peut essayer de convaincre, par exemple, des salariés d'une entreprise, d'essayer de passer en SCOP. Alors voilà, j'ai donné plein de petits bouts de piste dans tous les sens. Est-ce que tu aurais une idée de par où prendre le problème ? Alors je sais pas trop, je pense qu'il faut essayer par tous les côtés. Mais je sais, ouais. Alors, est-ce que, peut-être pour aider, est-ce qu'il y a des pistes qui te semblent plus prometteuses que d'autres, ou que tu sens plus... on est peut-être plus près de faire telle chose que d'en faire une autre, où là ça semble complètement plié, le rapport de force est trop défavorable. Ouais. Moi c'est vrai que je trouve que la loi ça serait sans doute le plus efficace comme ça l'a été par le passé, mais sauf que voilà, pour l'instant on n'a pas les élus qu'il faut pour le faire. Après, est-ce qu'un mouvement social, parce que voilà, il y a quand même beaucoup de mal logés, de sans domicile, etc. Ça concerne des millions de personnes. Si ces personnes-là se réveillaient et si les autres les soutenaient aussi, les bien logés soutenaient les mal logés, ça pourrait faire un mouvement social de masse. Mais qu'est-ce qui peut déclencher ça ? Voilà, c'est la question. Qu'est-ce qui pourrait les faire bouger ? Et les associations comme la CLCV, normalement, devraient le faire, mais en interne, en tout cas, moi, je suis la seule à dire ce genre de choses et personne ne comprend ce que je dis. J'ai l'impression qu'ils ne comprennent pas de quoi je parle. Donc il faudrait faire un travail vraiment pédagogique auprès des associations, mais ça vaudrait le coup. Mais je suis un peu seule à le faire et je suis toute seule dans le Finistère. Et au niveau national, il n'y a personne. Parce que Bernard Friot n'est pas assez connu, et puis l'aspect logement encore moins de toute façon. Ouais, peut-être que, mais pour l'instant je ne le vois pas. Donc à l'heure actuelle, tu as l'impression que le plus simple en tout cas serait d'avoir des lois, oui. C'est-à-dire à un niveau national, en plus il y a le côté un peu efficace, on va dire, que ça concerne tout le monde et on obtient du coup des résultats pour tout le monde immédiatement. Mais en même temps, on sait que la loi doit se faire appliquer aussi. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a tout un ensemble de lois censées protéger soit les salariés, soit les locataires. Mais si on n'a personne pour les défendre, en fait, c'est assez difficile. Mais peut-être que justement, là, ça peut réarmer la CLCV. C'est-à-dire qu'on voit, par exemple, pour la loi, dont j'ai oublié le nom tout à l'heure. La loi Dallot. La loi Dallot, on voit par exemple que ce n'était pas forcément porté par la CLCV dès le départ, mais disons que cette loi arrivant de l'État, la CLCV s'en saisit maintenant, et comme tu disais, carrément comme arme atomique. Donc on peut imaginer qu'il y ait une loi comme ça qui vienne d'en haut finalement, et qui soit ressaisie après par des associations plus locales. Ah oui, ça c'est sûr, mais il faut réussir à l'obtenir cette loi, et elle ne viendra pas toute seule non plus. Je vois pas. Ouais. Et les offices HLM, en même temps, en ce moment, ils sont vraiment menacés. Ils subissent tellement d'attaques par le gouvernement. Ils sont tellement menacés qu'ils essayent quand même de se regrouper, de réfléchir. Alors, est-ce qu'ils sont capables d'aller plus loin ? Je sais pas. Mais je sais que de toute façon, eux, ça leur plaît pas d'être relégués au niveau justement des cas sociaux, de loger les plus pauvres et les cas sociaux. C'est pas ça qu'ils veulent, c'est pas leur mission de toute façon. C'est la mission qu'on essaye de leur faire jouer, mais eux ils veulent loger tout le monde. A priori, il y a 80% de la population française qui est éligible au logement social au niveau des revenus. Parce que forcément, ça s'adresse à ceux qui ont le moins, mais donc voilà, il n'y a que la haute bourgeoisie qui n'en a pas besoin, évidemment. Donc, eux, ils veulent... Et puis, ils voudraient être à la pointe. Ils essayent de faire de temps en temps, qu'ils ont un petit peu de sous, de faire des opérations novatrices, soit au niveau architectural, soit au niveau environnemental. Ils en ont fait quelques-unes par-ci, par-là. Mais c'est des prototypes, entre guillemets, disons. Mais eux, ils voudraient bien redorer leur image. Eux, ça, c'est sûr que ça leur plaît pas, dans leur fierté même de professionnels, d'avoir cette image-là. Donc peut-être qu'on pourrait jouer là-dessus aussi. Oui, c'est justement ce que tu proposes. Ça me fait penser à ce que tu disais tout à l'heure, où le fait que les HLM, c'est plus être des choses très bien équipées, très écolo, etc. Et en fait, être une sorte, finalement, même d'avant-garde, en termes de projet, être une avant-garde de ce que serait un logement intéressant pour tous. Tout comme, si on fait le parallèle avec Réseau Salariat, tout comme le fait de parler du salaire à vie, en fait, on voit bien qu'on a réhabilité la sécurité sociale, sans parler de la sécurité sociale, qui était un peu un truc de miséreux aussi,
voilà, on a redoré le blason de la sécurité sociale en le prenant comme socle d'un futur salaire à vie. Oui, donc c'est vrai que là, il y aurait, disons que le même travail serait... Et ce qui manque, c'est les financements, mais c'est pareil, comme le 1% logement n'a pas arrêté de baisser, si on le remettait déjà à 1%, ou même si on l'augmentait à 2%, ça changerait beaucoup de choses. Hein, si les offices HLM retrouvent une masse d'argent pour investir, ils le feront, eux, ils attendent que ça. Hein. Alors là, on voit que ça vient, du coup, là, cette stratégie, disons, passe plutôt par en haut, où l'initiative serait plutôt d'une loi et ensuite saisie par les gens en local. Si on prend maintenant le problème à l'inverse, c'est-à-dire si on imagine un mouvement social en faveur du logement, ça ressemblerait à quoi? Alors, pour te laisser aussi le temps, parce que je te prends peut-être de court, mais pour laisser le temps de la réflexion, je peux prendre comme parallèle, par exemple, les mouvements de chômeurs. Donc le chômage est un problème qui court depuis, on va dire, le début du capitalisme. Et on a des mouvements de chômeurs très intenses qui se sont passés, alors j'ai peur de dire des bêtises, mais en tout cas fin des années 90, début des années 2000, où on avait des marches de chômeurs, et en fait on peut faire un peu, enfin j'ai l'impression la même comparaison, où ce sont bien les chômeurs qui se sont mis en marche, ils sont regroupés par exemple au sein d'associations, mais on voyait qu'ils étaient aussi soutenus par les salariés, et en particulier certains syndicats de salariés, comme Sud par exemple, a très activement soutenu les chômeurs. Et ça me fait penser au fait que voilà, ceux qui ont des logements, qui sont en train de payer des crédits, etc., qui ont leur logement à eux, pourraient tout à fait soutenir les gens non logés ou mal logés, tout comme en fait les salariés qui avaient un emploi ont soutenu les gens qui n'en avaient pas. Tout à fait. Et est-ce qu'on pourrait retrouver des ingrédients, enfin quels seraient les ingrédients du coup de cette mobilisation des locataires, même si on doit partir de zéro, parce que je ne sais pas d'où on part, mais qui... Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qui est-ce qu'on pourrait aller voir pour mettre en place un tel mouvement social? C'est pas simple parce que justement chacun est isolé dans sa maison, dans son appartement, ne bouge pas. Mais je pense qu'il y a des leviers. Par exemple, même tous les gens qui payent des crédits, qui se sont endettés sur très longtemps, qui payent une grosse partie de leur budget pour acheter leur maison, est-ce qu'ils ne seraient pas d'accord, eux, que leur maison devienne propriété de l'office HLM et eux, locataires à vie de cette maison-là, et de payer du coup un loyer beaucoup moins cher qui concernerait que l'entretien. Et pour eux, ça ne change rien, ils restent chez eux, hein. Ils sont toujours chez eux, ils restent chez eux. Et donc, ça serait diminuer la part du logement dans le budget des ménages. Ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens concernés. Ça pourrait être un mot d'ordre qui pourrait mobiliser du monde aussi, déjà pour cela, puis obtenir un logement pour ceux qui n'en ont pas en même temps. Donc je pense que les mots d'ordre, ça ne manque pas, les points d'accroche ne manquent pas. Mais après, qu'est-ce qui peut être le vecteur quoi, pour mettre tout le monde... Est-ce que ça pourrait exister? Par exemple, on voit bien que le fait que ce soit les syndicats, mettons comme Sud, qui rejoint les mouvements de chômeurs, mais on n'a pas ça pour quand on achète sa maison. Enfin, moi, je le vois bien, je suis en train d'acheter une maison et je suis isolé, et je ne sais même pas si ça existe des associations... de gens qui payent leur maison à crédit, je sais pas comment dire, mais disons que si ce genre de choses existait, ça permettrait de faire la jonction, de faire le lien, comme on l'a expliqué tout à l'heure, de faire le lien avec des gens qui n'ont pas de logement. Oui, à mon avis, ça n'existe pas. Tout est fait justement pour individualiser les gens. De toute façon, voilà, la volonté actuelle, c'est d'individualiser, atomiser tout le monde dans sa maison, devant son ordinateur, devant Internet, mais pas avec les autres. Et... oui, donc la CLCV peut regrouper les accédants à la propriété. Hein. De toute façon, ça fait partie de notre public aussi. Il y en a quelques-uns qui viennent nous voir, justement, quand ils n'arrivent plus à payer. Voilà. Mais comment fédérer tout le monde, c'est pas évident. Ouais. D'accord. Donc, on garde comme piste stratégique de se tenir à l'affût ou de soutenir même des lois qui iraient en faveur des locataires. Et pourquoi pas essayer de créer de la solidarité donc entre gens par exemple qui sont en train d'acheter leur maison et entre personnes non logées et puis surtout entre les deux en fait en faisant du logement quelque chose qui concerne tout le monde. Oui, un droit pour tous vraiment et accessible à tous et accessible vraiment à tous concrètement. Ouais. Merci beaucoup Christelle. Donc pour vraiment finir cet entretien, je voulais savoir si on pouvait donner quelques références, quelques livres pour les gens qui souhaiteraient aller plus loin. Alors je vois que tu as un livre. Alors le livre c'est Repenser la propriété, des alternatives pour habiter. C'est les presses universitaires de Rennes. Donc ça c'est un livre plutôt juridique sur les différentes formes de propriété, la copropriété, l'habitat participatif. Ils sont très critiques sur l'habitat participatif.
Tu parlais d'un site internet. Il y a un site très généraliste, lapolitiquedulogement.com, où on aborde toutes les politiques du logement, accession à la propriété, HLM, etc., le financement du HLM. Et pour les plus radicaux, tu avais aussi une proposition. Pour les plus radicaux, il y a donc sur le site marxiste.org, il y a Engels, la question du logement. Merci beaucoup Christelle. Ainsi se termine C'est un joli nom, l'émancipation du logement. On a pu écouter pendant l'interview SDF, une chanson d'Alain Leprest. On a parlé du livre des sociologues Monique et Michel Pinson-Charlot, Panique dans le 16e. Et enfin, on a écouté un extrait du documentaire de Ken Loach, L'esprit de 45. À la prochaine.